Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Audrey Georges, je travaille en psychothérapie et aujourd'hui j'avais envie de vous expliciter un terme qui nous vient de la méthode psychothérapeutique de la psychogénéalogie qui est le syndrome du gisant. Donc dans un premier temps, juste pour mettre une grande ligne, car si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller directement vous informer autour de la psychogénéalogie. Mais qu'est-ce que la psychogénéalogie? C'est l'idée pour un descendant dans une famille de porter un costume, de porter une habitude, de porter des comportements qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont issus d'une histoire familiale dont en tant que descendants, nous avons besoin de nous défaire pour pouvoir vraiment vivre notre vie. Sachant que, de mon point de vue, cette empreinte, cette valise, on ne la porte pas juste parce qu'elle est bien lourde et qu'elle nous empêche de vivre notre vie, mais parce qu'on est l'héritier d'une histoire qui a besoin d'être pacifiée. Ça, c'est pour la psychogénéalogie. Et vraiment, en psychogénéalogie, va venir ce syndrome du gisant. Qu'est-ce que le syndrome du gisant? Pour une personne qui a le syndrome du gisant, l'idée, c'est d'être comme parasité, comme colonisé par un aïeul qui est décédé et dont on va... comme un fantôme qui va vivre au travers de nous. Voilà. Ce qui fait que le syndrome du gisant a, comme vous pouvez d'ores et déjà le comprendre, comme première répercussion, une impression de ne pas vivre pleinement sa vie. Donc, d'ores et déjà, s'il y a vraiment un auteur que je peux vous citer pour vraiment approfondir cette notion, c'est Salomon Selam qui a vraiment bien défini ce qu'était le gisant. Salomon Selam qui travaille en psychogénéalogie et en décodage psychosomatique des maladies. Donc, pourquoi va venir un descendant qui va porter cette empreinte du gisant, du syndrome du gisant? Parce que d'ores et déjà, dans la famille, il y a eu des deuils, comme dans toute famille, mais il y a des deuils qui, eux, vont être inadmissibles, vont être comme pas digérés, vont être comme injustifiables ou injustifiés. Ces deuils, ça peut être tout ce qui est deuil soudain, des accidents, une maladie foudroyante. Ça va être aussi, dans ce qui est deuil inadmissible, tout ce qui est la mort d'un enfant, alors que les parents sont encore vivants, tout enfant en bas âge ou dans leur trentaine, en quarantaine, dans leur cinquantaine. Il va pouvoir y avoir aussi alors c'est pas proprement dit un deuil, mais tout ce qui est disparition aussi. Donc ça va être, on va dire, comment voilà, la racine, les premiers semis qui vont donner, peut-être dans la descendance, un gisant. Je vais juste prendre un temps pour faire une petite remarque. Moi, vraiment, l'idée, c'est d'expliciter, mon but est d'expliciter un point, une donnée. Soyez très vigilants parce que en psychologie, dans l'ordre général, on peut vite se reconnaître en fait dans certaines définitions, dans certains symptômes. Donc vraiment j'en appelle à votre discernement. C'est pas parce que vous en avez quelques-uns que des signes, des indices que vous êtes forcément faisait partie des syndromes du gisant, que vous êtes un gisant vous-même. Voilà, ça c'est très important parce que c'est, à l'heure actuelle, je pense que c'est
assez simple pour se classer à peu près dans beaucoup de cases. Donc vraiment, mon intention est de donner un éclairage. Donc il y a ce deuil injustifiable, injustifié, ce deuil inadmissible, qui n'est pas fait par des personnes ou une personne de la famille, qui n'a pas pu le digérer, qui n'a pas pu aboutir son deuil. C'est souvent des deuils dont on ne parle pas, ou on ne sait pas vraiment pourquoi il est mort, ou il est mort dans son sommeil, voilà, où il manque souvent des informations. Et comme ce deuil est inadmissible, l'inconscient familial va essayer de réparer comme il peut ce manque, cet oubli, ce creux dans l'arbre généalogique, en venant mettre au monde une personne qui va porter l'identité de cette personne décédée. Et ce, sur la nouvelle génération, ou 2 générations en dessous, ou 3 générations en dessous. L'idée, c'est que dans mon arbre, un élément a été enlevé, l'arbre a été déséquilibré, et l'arbre va revenir replacer un élément de manière à ce qu'à nouveau, l'arbre soit équilibré. Donc à la base, c'est vraiment pour l'inconscient familial l'idée toujours de se soigner, de se réparer. Sauf que vient un descendant qui lui a une impression de ne pas vivre sa vie. Et c'est pas ok pour lui. Donc il va avoir cette notion de venir réparer l'arbre pour enfin vivre sa vie. Donc c'est là où apparaît notre cher gisant. C'est Salomon Selam qui a surtout défini cette empreinte généalogique par le gisant, en voyant ces fameuses statues qu'on peut voir dans les églises, qui sont ces défunts là qui sont allongés en pierre, et c'est comme ça qu'il a donné ce terme là, puisque dans les marques, les signes de comment reconnaître en soi ou chez un autre sa part de gisant, vraiment le premier terme, la première définition, ça va être le plus souvent des cas, une forme d'apathie, d'immobilité, d'incapacité à rentrer dans sa vie, voire concrètement d'immobilité due à une maladie, des paralysies, mais tout simplement quelqu'un qui a peu de motivation, quelqu'un qui va rester le plupart de son temps allongé. Donc ça c'était de manière globale. Maintenant si je reviens de manière plus spécifique, il va y avoir dans le discours. Dans le discours, il va y avoir souvent cette impression de ne pas être totalement en vie, cette impression d'être en lien avec la mort, de penser souvent à la mort. Toutes les formes d'auto-sabotage, j'ai très envie de faire ça, mais pour X ou Y raison, je n'y vais pas. Le sentiment, l'émotion la plus présente chez ces personnes, c'est souvent une sensation, une émotion de tristesse. C'est quelque chose aussi, voilà, on ne comprend pas pourquoi on a cette attitude de tristesse, de lassitude. On pourrait presque avoir des envies, mais rien n'y fait, on n'a pas très envie de bouger. Toutes les personnes qui vont se sentir freinées,
qui sentent, elles vous disent je me sens ni mort ni vivant, j'ai toujours l'impression de revenir au point de départ. Voilà, ça va être dans le discours du gisant. Donc si vraiment il y avait à mettre des mots, un rapport avec beaucoup de termes qui tournent autour de la mort, beaucoup de termes qui tournent autour de la vie, beaucoup de termes qui tournent autour de l'incompréhension, du déplaisir, de l'immobilité, de la tristesse, du fait d'être en position allongée, mais et aussi, dernier terme qui peut revenir souvent, c'est l'impression d'être double, d'avoir, voilà, une partie de moi aimerait faire des voyages. Par contre, une autre partie de moi se sent complètement immobilisée. Donc bien sûr, cette immobilité va se retrouver aussi dans vraiment la position physique, comme je le disais, dans certaines formes de maladies. J'ai déjà commencé à parler des formes de paralysie, aussi comme la sclérose en plaques, tout ce qui est myopathie, le fait de tomber dans le coma, mais enfin, celle-là, elle est évidente. Tout ce qui va être en lien avec les apnées du sommeil, avec forcément la dépression, l'hyperactivité, ça je reviendrai plus précisément à la fin, le surpoids. Alors le surpoids, c'est assez intéressant, c'est comme si on portait le gisant. Donc on va porter ce poids en trop qui est l'autre. Dans le comportement, on va retrouver des personnes qui s'habillent très fréquemment en noir, qui apprécier, n'apprécie pas trop la lumière, n'apprécie pas trop le bruit, aime bien être dans le silence, vont avoir alors quelque chose qui est très très fréquent chez les personnes qui sont gisantes, c'est cette impression de froid. C'est des personnes qui sont extrêmement frileuses. Et pourquoi, si on creuse un peu, pourquoi l'idée d'avoir tout le temps froid, c'est vraiment dans ce rapport à la mort. Parce que la mort, dans sa symbolique, et même si vous avez déjà touché un défunt, c'est une peau extrêmement froide. Donc aussi, c'est comme le surpoids, hein, biologiquement, la graisse permet de s'éloigner du froid, hein. C'est pas les phoques qui vous diront le contraire. Donc d'être en surpoids, c'est aussi s'éloigner de cette partie qui est morte en nous. Voilà. Il peut y avoir aussi, si vraiment on tire un peu plus loin sur les métiers, bon alors bien sûr tout ce qui est dans le funéraire, mais presque là c'est cliché tellement ça en devient un stéréotype, mais aussi tout ce qui va être les personnes qui adorent randonner, adorent être dans les avions, cette impression en fait d'aller toucher ce qui symboliquement représente le monde des cieux, le monde des défunts qui est le ciel. Donc tout ce qui est en rapport avec l'altitude. Dans les autres signes, les autres empreintes qu'on peut voir, ça va être au niveau des prénoms. Alors bien sûr, il va y avoir tout simplement l'idée de porter le prénom de l'aïeul qui est décédé. Prénom qui peut être légèrement modifié. Une Angeline par exemple qui serait décédée, on va faire venir une Angèle. Ou qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre, ah oui, un Yvan qui est décédé et on va faire revenir un Yann, des prénoms très très similaires en fait, presque avec les mêmes lettres. Donc ça va être sur les prénoms en tant que tels par rapport à l'aïeul.
Ensuite, il y a toute une série de prénoms. Là, je vais donner que quelques exemples si vraiment vous en voulez plus, parce que c'est une sacrée liste. N'hésitez pas à aller voir le bouquin du syndrome du gisant de Salomon Selam. Alors déjà, ça va être tous les prénoms qui se rapportent à la vie, donc Yves qui est l'anagramme de vie, enfin pas l'anagramme mais où on bouge les lettres on retrouve vie, donc tout ce qui va être les déclinaisons, Ivan, tout aussi les plus flagrants c'est Sylvie, donc à lire en langage des oiseaux S''IL vie, Sylvie s'il avait vécu, et tout ce qui est René, celui qui naît après, qui renaît. Là, ça va être souvent des signes, voilà, des pistes pour nous mener vers un deuil injustifié, quelqu'un d'oublié dans la famille. Il va y avoir comme autre signe tous les noms d'anges, Raphaël, Gabriel, qui vient marquer symboliquement le petit ange qui est parti un peu avant, trop tôt. Baptiste aussi, parce que dans la religion, il y avait l'habitude de baptiser l'enfant avant qu'il décède, pour qu'il ait l'accès au royaume de Dieu. Donc si on fait venir un baptiste ensuite, c'est souvent pour réparer des mémoires d'enfants décédés trop jeunes. Voilà. Vraiment, allez vous intéresser au livre si les prénoms vous interpellent, puisque je vous dis, il y en a encore beaucoup d'exemples. Ça, c'était un peu les caractéristiques pour pour avoir les premiers signes de est-ce que je suis un gisant ou pas. Donc en gros, est-ce que ça résonne pour moi? Est-ce que ça fait sens pour moi quelque part? Ok, mais si je suis gisant, je ne suis pas gisant de tout le monde. Je suis gisant d'une ou de plusieurs descendants de ma famille. Donc comment je fais pour savoir avec qui je suis relié, avec qui je suis en lien? Donc là, vraiment, je vous invite à faire un cercle. Et sur ce cercle, vous allez définir 4 points qui vont avoir de l'importance sur le plan psychogénéalogique. En bas du cercle, vous allez noter votre jour et votre mois de naissance. Par exemple, pour moi, viendrait le 12/03, 12 mars. Puis on va remonter le cercle. Si je monte ensuite, sur ce deuxième point, va venir la date de conception. Donc si moi je retourne 9 mois avant ma naissance, je reviens au 12... Ah bah ça c'est bien. 6/12, donc au 12 juin. Voilà. Donc j'ai été conçue un 12 juin. Donc sur mon deuxième point, je vais marquer 12/06. Pourquoi on s'intéresse aux dates? Parce que l'inconscient, dans son langage, adore... Alors c'est vraiment, je crois que Sherlock Holmes a été la fondation pour notre inconscient, quoi. C'est vraiment des signes, des symboles, des coïncidences, des mots, des couleurs. Il est extrêmement symbolique et il adore les chiffres. L'inconscient adore ça. Donc on était date de naissance, date de conception, date qui va venir donc 6 mois avant, qui va s'appeler le point de vie. Donc pour moi, ce sera le 12/09, le 12 septembre. Je vous explique ensuite l'importance de ces dates. Sur la 4e date, il va y avoir notre fameux point G, qui n'a rien à ce moment-là d'érotique. C'est le point du gisant, qui va venir encore 3 mois après. Donc pour moi,
le 12 décembre. Donc je reviens, date de naissance 12-03, date de conception 9 mois avant 12-06, date qui est appelée le point de vie, cette fois-ci 6 mois avant 12-09, et enfin 9 mois avant 12, point G, point du gisant. Donc pour expliquer ces dates, la date de naissance c'est la date de naissance, la date de conception c'est la date où on a été conçu, où a commencé le fait qu'on était dans le ventre de notre mère. Et il est dit en biologie, là où il y a vie biologique, il y a ressenti biologique. Donc vraiment ce moment de l'incarnation. Ensuite, le point de vie. Le point de vie, c'est vraiment une date. Vous allez voir un ensemble de 14 jours où, comment dire, c'est ce qu'il y a en face de notre naissance, hein, concrètement sur ce cercle. Donc là, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'ouvrir notre champ. Ça va être une date où, en gros, c'est notre horizon, quoi. C'est là où s'ouvre notre vie, notre monde. Donc, on va le préciser ensuite, mais tous les aïeux qui sont sur cette date, si c'est des aïeux qui nous portent, ça va être des aïeux qui viennent nous ouvrir. Ça va être des aïeux qui vont être dans un lien chaleureux avec nous, comme quelqu'un avec qui on s'entend bien. Si par contre sur cette date il s'est passé un drame ou un deuil ou quelqu'un qui a eu une fin difficile, ça va venir comme obstruer la personne dans son déploiement. Et enfin, le point G, point du gisant, qui va être les personnes avec qui vous êtes en lien dans votre généalogie par rapport à ce fameux gisant, cette empreinte du gisant. Pourquoi ce point précis là, ce point, c'est l'idée, c'est que après comment expliquer, c'est comme si la biologie venait à la date de... Non, je ne saurais pas le faire. Oui, voilà. Va ajouter à notre date de naissance 9 mois en plus, comme si l'inconscient familial avait programmé la résurrection symbolique d'une personne décédée. Donc en fait, 12-12, c'est le point de quelqu'un avec qui je suis en lien, qui aura par exemple, qui sera né, conçu ou mort le 12 décembre, un 12 décembre, peu importe l'année, et moi je vais être sa résurrection 9 mois plus tard, comme la personne qui va venir revivre sa vie. Donc il faut aussi savoir en psychogénéalogie et signifiant la date de naissance ou n'importe quelle date sur ce cercle, moins 7 jours et plus 7 jours. Donc pour moi par exemple ce sera son signifiante, toutes les dates inclus moins 7 jours avant ma naissance, soit moins 7 jours du 12 mars et plus 7 jours après le 12 mars, donc jusqu'au 19 mars. Et ceci sera signifiant au niveau des points de naissance, au niveau des points de conception, du point de vie et du point G. Et ainsi, ensuite, grâce à mon arbre généalogique, je vais observer qui est en lien avec moi. Voilà.
N'hésitez pas, si jamais j'ai essayé d'être suffisamment claire par rapport à ces dates, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, comme ça je réexplique cette section. Donc si je reviens en une phrase pour résumer ce que j'essayais de dire, toutes les personnes qui vont être sur ces différents points en lien avec nous, il va être nécessaire que je connaisse l'histoire pour savoir si tout était ok pour ces aïeux ou si à ce moment-là il y avait quelque chose qui ont bloqué dans leur vie dont je pourrais être l'héritière inconsciente. L'idée, c'est vraiment de connaître son histoire familiale, de prendre conscience de l'importance des vies de ses aïeux, de voir si c'est en résonance avec nous, et si ça l'est, d'accepter par exemple les deuils qui n'ont pas été acceptés, de permettre d'aboutir les deuils qui n'ont pas été faits. Voilà. Par exemple, pour vous donner quelque chose de concret, étant né le 12 mars, j'étais en lien, alors là, très précis, j'ai été en lien avec mon oncle qui est né le 12 septembre. Si mon oncle avait eu une vie sympathique et joyeuse, point de problème, ce serait bien, il aurait permis d'ouvrir mon champ et vraiment de me relier à un aïeul solide, pilier, qui m'aurait permis de moi-même me déployer. Mais petit hic, cet oncle, pas du tout une fin heureuse, mais alors pas du tout. Cet oncle-là, figurez-vous, né le 12 septembre, a tout bonnement disparu. Pouf! Donc, il était nécessaire pour moi, dans mon travail individuel et thérapeutique, d'aller chercher, d'aller libérer ce deuil qui n'en est pas un, puisque c'est une disparition, mais d'aller mettre un point final à cette histoire, de manière à ouvrir moi-même le champ de ma vie. Alors, dans l'idée vraiment thérapeutique, c'est dans l'autre sens que ça fonctionne. C'est par exemple, moi je vais arriver et je vais avoir cette impression, mais j'ai envie de me déployer, j'ai envie d'aller vers de l'avant, j'ai envie que ça s'ouvre pour moi, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui me retient. Donc il y a plusieurs portes d'entrée, il y a plusieurs manières d'aller débloquer. Et une des portes d'entrée, c'est la psychogénéalogie, celle où moi-même je suis souvent en lien. Donc là, j'ai décidé d'aller le voir en psychogénéalogie, et donc j'ai trouvé cette date. Et pour la petite anecdote de l'histoire, il s'est avéré que la date où il a disparu correspondait à l'âge où j'ai en fait cherché l'âge que j'avais. Attendez, je vais refaire cette phrase. L'âge où il est mort correspondait à l'âge où moi j'ai fait mon processus pour accompagner cet oncle dans le fait de signifier qu'il était effectivement décédé. Parce que je pense qu'il est décédé. Voilà, dans les petites anecdotes fun. Donc ça c'était les dates. Comment se manifeste le gisant chez un individu. Donc soit vous êtes, on va dire, gisant de chez gisant et vraiment, comment dire, c'est des personnes souvent froides, qui font peu de choses. Typiquement, si on part dans les clichés des termes, mais qui expliquent très bien, c'est un fantôme. L'impression d'avoir un fantôme. Quelqu'un, enfin, c'est froid, un peu rigide. Voilà, j'espère que vous n'en connaissez pas autour de vous. Les autres façons, ça peut être l'idée, il y a eu
Ah oui, les hyperactifs. Il peut y avoir l'autre impression, c'est-à-dire il va falloir que je bouge pour faire revivre cette autre. C'est pour ça que, on va dire que le petite chose étrange, quand j'ai listé les différents points plus en lien avec la psychosomatique, il y avait l'idée d'être hyperactif, l'idée de bouger, pardon. Il y en a aussi qui n'ont aucune difficulté dans leur vie, tout va bien. Et puis d'un coup, elles vont avoir cette espèce d'apathie, cette espèce de peut-être de déprime saisonnière. Et là, c'est en fait, on va venir à l'anniversaire date où le défunt a disparu. Et donc on va venir d'un coup, on va comme réveiller la partie gisante en nous. Donc comme si, je sais pas moi, jusqu'à 26 ans tout va bien, et le jour de vos 27 ans vous commencez à être complètement déprimé, apathique, etc. Mais parce qu'il y a un aïeul avec qui vous êtes en lien qui est décédé à l'âge de ses 27 ans. Donc je disais aussi, et c'est pas la même chose, donc je reviens bien dessus, qui va être le gisant saisonnier, où en fait quand on va être à la date anniversaire du drame de cette personne, on va être soi-même en résonance avec ce deuil injustifié, et on va être à ce moment très, très mal, qui peut aussi expliquer certaines, ce qu'on appelle dépression saisonnière. On appelle ça le gisant par intérim. Il peut y avoir aussi des personnes qui ont l'impression d'avoir, ça j'ai pas rencontré, je l'ai juste lu, un gisant local, c'est-à-dire une zone de leur corps qui serait en deuil. Alors moi je l'ai déjà rencontré quand il y a eu des traumas, où il y a une partie d'eux qui, quand ces personnes ont vécu un grand trauma, une partie d'eux est morte. Par contre, je l'ai jamais rencontré sur quelqu'un qui a en fait pour représenter ce gisant juste une partie d'eux qui sont mortes. Par exemple, comme si j'avais un membre un peu malade, disons le bras, et qu'en fait j'étais en lien avec un aïeul décédé qui aurait eu une problématique au bras, et que je viendrais porter juste cette empreinte-là. Voilà. Ouf, c'était dense. Donc, et ce n'est pas fini. Donc voilà, ça c'est un peu les signes, comment trouver, rien que aussi comment prendre des liens, des prises de conscience par rapport à son arbre, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'être gisant pour s'intéresser à son arbre. Des fois ça peut vraiment nous permettre de se détacher de certaines limites, de certaines croyances qu'on s'octroyait alors que ça ne nous appartient pas. Et ça c'est vraiment ce qui est intéressant en psychogénéalogie, c'est que l'histoire que l'on porte ne nous concerne pas, elle concerne notre aïeul, et l'important c'est de lui rendre ça, vraiment. Donc j'ai découvert que j'étais un petit gisant, et maintenant qu'est-ce que je fais? Donc premier point, la prise de conscience, déjà s'en rendre compte. Et déjà s'en rendre compte, ça permet souvent, très souvent, de libérer quelque chose, de se détacher de cette histoire qui n'est pas la nôtre. Ensuite, ça peut être il peut y avoir l'idée de l'acte, ou de l'acte symbolique ou de l'acte réel, c'est-à-dire il y a par exemple simplement un enfant qui est mort-né et qui n'a pas été enterré pour X ou Y raison, parce que c'était pendant la guerre, et de juste déjà remettre le fait que cette personne a vécu, a existé dans l'arbre, et qu'on a retrouvé. Et souvent, je vous fais des petits ponts entre qu'est-ce que vivait la personne au départ. Cette personne qui se sent oubliée, elle est dans un groupe, toujours l'impression d'être à l'écart. Voilà, ça peut être comme ça en fait, tout simplement, on comporte des mémoires transgénérationnelles. Et en fait, d'un coup, on va aller retrouver cet aïeul. Donc juste signifier, ok, tu existes, je t'ai vu, je te reconnais. Par contre, c'est ton histoire, ce n'est pas la mienne. Donc je me détache de l'oubli et du rejet. Ou un acte symbolique, si je continue à filer cette métaphore, eh bien je vais aller simplement
ou créer une plaque funéraire pour la poser sur un tombeau familial pour dire tu as existé, tu fais partie des nôtres et je te redonne ta place, ou tout ce qui est acte symbolique d'aller par exemple faire une tombe, super sympa hein, les week-ends avec les thérapeutes, d'aller faire une tombe pour signifier l'existence de cette personne. Et souvent on découle une forme de libération et parfois des répercussions sur la vie et même sur l'agencement de l'inconscient familial, puisqu'il y avait un vide et d'un coup on a rééquilibré. Donc certes on le fait pour soi, mais c'est un sacré beau cadeau pour le clan familial, quoi. Ça libère et ça respire. Voilà. Ensuite ça va être vraiment, parce que les habitudes hein, sont costaudes. Donc l'idée ça va être vraiment une fois qu'on a bien conscience de ça, de voir tous les petits signes dans notre vie qui appartiennent à ce défunt, à cette partie gisante de nous, mais qui n'est pas à nous, c'est pas Audrey, quoi. C'est quelqu'un, une autre empreinte, c'est pas moi. Voilà, vraiment distinguer. Et donc là, ça peut être simplement aussi tous ces anciens comportements qu'on avait, je sais pas, ne pas me faire plaisir, ne pas aller avec les copines quand elles me proposent d'aller à gauche, à droite, voilà. Vraiment dire, ok, ça n'est pas moi, c'est la partie gisante, c'est l'aïeul, mais c'est pas moi, c'est une fidélité familiale, mais ce n'est pas moi, voilà. Et à force de, en fait, il y a plus de place pour nous, pour notre conscience. Et vu que l'inconscient est mis à jour, il n'est plus inconscient. Hein. L'inconscient, c'est ce qu'on ne sait pas. Donc. Voilà. Et après, il peut y avoir aussi, sous forme, en tout ce qui est sophrologie et hypnose, d'aller couper en lien avec un état de conscience amplifié, d'aller couper les liens avec les défunts. Voilà, eh bien, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo, je vous félicite, hein, parce que 40 minutes, vous êtes balèze, hein. Moi je la fais, mais je la regarde pas après. Ce qui n'est pas vrai, puisque je vais mettre des petites remarques. N'hésitez vraiment pas à laisser-moi des commentaires s'il y a vraiment des précisions, peut-être d'autres petites parenthèses qu'il faut que je refasse, puisque c'était, comme je l'ai indiqué, très dense. Bonne journée d'automne à vous, ou si vous regardez cette vidéo en été, bonne journée d'été à vous. Bref, remettez comme bon vous semble. À bientôt.